Bonjour à tous, c'est Simon et je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui devient récurrent ces derniers mois, c'est la durée des films qui sortent au cinéma. Vous êtes nombreux à nous dire que vous les trouvez de plus en plus longs, que tous ont des durées délirantes, mais c'est aussi un commentaire qu'on retrouve chez les spécialistes, les curieux, les gens dans l'industrie, les films deviendraient trop longs. Alors on va se demander, est-ce que c'est vrai? Et si c'est vrai, pourquoi? Vous l'avez peut-être déjà vu, et si vous ne l'avez pas vu, vous l'avez lu, Batman dure 3 heures. 3 fichues heures. Qu'elle soit réussie ou non, c'est une durée qui est rare, ou du moins qui nous semble exceptionnelle. Mais c'est pas le seul. Ces derniers temps, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu No Time to Die, le dernier James Bond, qui a duré aussi 2h43. On avait No Way Home, le dernier Spider-Man, qui durait 7 ans. C'est long, 7 ans. Bref, on a l'impression que énormément des divertissements que nous regardons, tout simplement, s'étalent. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils sont vraiment plus longs? Il faut quand même rappeler que c'est long depuis longtemps. C'est-à-dire que c'est pas du tout un phénomène nouveau. Dans l'absolu, des films qui durent des plombes, ça fait un moment qu'on connaît ça. Je vous fais un petit rappel historique très bref. En gros, quand les films commencent, en réalité, quand l'exploitation commerciale du cinéma arrive, d'abord dans les foires et puis dans des salles dédiées qui vont devenir des salles de cinéma, les films, en fait, on en passe plein parce qu'ils durent très peu de temps. Ils durent quelques minutes, ils durent ce qu'une bobine peut contenir. Et puis, il va falloir attendre que la technologie avance, qu'on soit capable de projeter de manière fluide plusieurs bobines d'affilée, également que le public s'habitue à l'idée qu'un récit dure plus longtemps. Tout le monde en a envie parce que un cinéma, plus il vous garde longtemps dans la salle, plus il est susceptible de vous vendre des trucs à côté, des boissons, de la nourriture, plein de choses, bref, d'avoir des services hors le strict film qui lui rapporte de la grosse moula. Le spectateur, lui, tout simplement, s'il peut passer 1 heure plutôt que 10 minutes, ou s'il peut avoir un récit qui l'emporte et qui l'émeut, il est aussi un petit peu plus content. Et puis, pensons aussi aux auteurs qui, eux, font des films et ont envie de raconter des histoires avec de l'ambition. Les metteurs en scène et les scénaristes ont très vite envie de se frotter aux autres arts, que ce soit le théâtre, la littérature, l'opéra, bref, de raconter autre chose que des petites scénettes. Donc, au fur et à mesure, au fil des années, avec la technologie et les pratiques évoluant, les films vont durer de plus en plus longtemps, jusqu'à ce qu'on arrive dans les années 50, où il y a pas mal de grands westerns qui vont avoisiner les 3 heures, mais où on va aussi tomber tout simplement sur un Autant en emporte le vent, qui est même en fait encore avant, d'ailleurs c'est 1939, qui dure 4 heures. Laurence d'Arabie, c'est dans les mêmes eaux. Il y a aussi Cléopâtre qui tutoie les 4 heures, qui doit faire 2h53, et on trouve des films comme ça, très longs, à toutes les époques. Hit, qui était un grand classique de Michael Mann, pareil, on doit être dans les 2h50, quelque chose comme ça. Plus récemment, si vous avez vu Interstellar, vous avez passé longtemps près d'un trou noir où le temps se dilate. On trouve ça dans tous les genres, dans toutes les époques, à toutes les périodes. Il y en a énormément en réalité. Alors, qu'est-ce qui fait que les films, à un moment, ont comme ça accéléré, ont pris énormément de longueur? Il y a ce que je vous disais, tout simplement la volonté commerciale et artistique de raconter des histoires plus structurées, plus importantes, plus longues. Et puis, il y a aussi eu, à un moment, une époque où la longueur d'un film, c'était un argument commercial, notamment pour les studios américains. Pourquoi? Parce que dans les années 50, 60, la télévision arrive dans les foyers nord-américains, et les studios ont logiquement très très peur de la concurrence de la télé, donc il faut proposer quelque chose qui dure. En gros, la télé n'a pas les moyens de produire des films aussi longs, même si elle fait très vite de la fiction. Donc, à la fois, le cinéma dit « Regardez, moi je fais un grand truc, en couleur, avec de grands décors, de grands moyens, et moi ça dure !» À la fois pour dire « Ça dure plus longtemps que les fictions télé », mais toi, spectateur, qui te dit « moi j'ai ma télé chez moi, elle peut tourner en continu, j'ai pas à payer pour 1h30, attends, t'inquiète, moi aussi je peux te faire du divertissement qui dure 4 fichues heures !» Donc, à une époque, c'est un argument pour amener les spectateurs dans les salles. Ça ne va évidemment pas suffire, parce que ce qu'on sait, c'est que dans les années 60, plutôt à la fin des années 60, le système des studios est sur le point de s'écrouler, tant la désaffection du public pour les productions, pour les énormes prods, donc Cléopâtre est un très bon exemple, les gens ne vont plus en salle, vont de moins en moins, et puis ça va amener une crise, nouvelle Hollywood, des films différents, Il y a donc ce mouvement qui est un peu particulier, et donc c'est pas nouveau du tout le fait que les films durent plus longtemps. En revanche, là où on remarque effectivement quelque chose, c'est que, on va dire, ce sentiment d'embolie qu'il y a est très identifié. Globalement, si vous regardez le cinéma en général, je veux dire les films indépendants, les films moyens, les films hors États-Unis, les films français, européens, asiatiques, les films ne durent pas globalement plus longtemps. Il y a tout un tas de films qui sont autour de l'heure et demie ou entre 90 minutes et 120 minutes, un peu en dessous des 2 heures. Ça n'a pas bougé. En revanche, le cinéma, les blockbusters, le cinéma de très gros divertissement, lui, a effectivement tendance à, aujourd'hui, ces dernières années, se caler sur du 2h15, 2h20. C'est en train de devenir la moyenne. Et donc, effectivement, nos divertissements grand public sont plus nombreux
à être plus long. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas une évidence du tout. Pour un studio, pour un réalisateur, pour un producteur, ça ne va pas de soi de faire un film plus long, parce que c'est beaucoup plus risqué, beaucoup plus coûteux. Pourquoi ? Vous le comprenez bien, c'est une évidence. Si le film est plus long, il faut tourner plus longtemps, donc payer plus longtemps les techniciens, les comédiens, les gens qui bossent sur le plateau. Mais il faut aussi travailler plus longtemps en post-production, parce que tous les films, du plus petit film indépendant à l'énorme blockbuster bourré de numérique, réclament un mixage sonore, de la bande-son, éventuellement des effets spéciaux, un traitement de son image, bref, un travail de post-production. Plus il y a de matière, plus le travail de post-production est long, voire plus il nécessite de nombreux techniciens, donc plus il coûte cher. Donc les coûts sont susceptibles de s'envoler beaucoup avec la durée d'un film, de manière très importante, a fortiori si on parle d'un film de divertissement spectaculaire, où il y a donc encore plus d'effets spéciaux et de trucs très coûteux, mais du coup, si le film dure plus longtemps, il est susceptible d'avoir moins de fenêtres d'exploitation en salle, parce que tout simplement, la journée n'est pas extensible, il peut se retrouver avec 1 à 2 séances en moins par jour. Ce qui veut dire qu'à la fois ça vous coûte plus cher, et vos possibilités de revenir sur votre investissement sont moindres, votre fenêtre de tir économique est limitée. Donc c'est un vrai risque, les gars ils se disent pas genre « Allez c'est la mode, on y va, rajoute-moi une demi-heure !» Non, c'est un engagement qui est vraiment problématique, qui est vraiment compliqué. Mais alors du coup, pourquoi est-ce qu'il y a un type de film aujourd'hui qui a tendance à croître ? Si j'étais mauvaise langue, je vous dirais qu'ils ne sont pas plus longs, ils vous paraissent plus longs parce qu'ils sont nuls. Mais non, jamais je n'irai sous-entendre ça. Allons. Non, ce qui est indéniable, effectivement, c'est que quand vous regardez les blockbusters contemporains, a fortiori le cinéma super-héroïque, quand on est sur des films avec une durée plus réduite, ça a des airs d'exception. Regardez comme aussi bien les spectateurs que les commentateurs ont été surpris de la durée des Venom et des Venom 2, qui font, si ma mémoire est bonne, 90 minutes et 97 minutes, qui sont tous les deux sous leur 40 de métrage. C'est très rare, et on va dire c'est parfois interprété comme le signe que ça a été un bordel sans nom à fabriquer, ou vraiment que ça a été fait par-dessus la jambe. Mais aussi, rappelez-vous, il y a quelques semaines, on a été nombreux à remarquer que Uncharted, l'adaptation de Uncharted, c'est bien fait quand même, durait 1h57. Il était donc sous les 2 heures, et on a été un certain nombre, dont moi d'ailleurs, à trouver que cette durée permettait au film d'avoir, un peu artificiellement certes, mais ça n'en est pas moins plaisant à regarder, d'avoir un rythme plus soutenu que la moyenne des gros blockbusters. Mais donc du coup, on comprend encore moins si ça donne des avantages, parce que Venom et Venom 2, ça a très bien marché, Uncharted a eu, en tout cas eu égard à sa durée et sa construction, des retours plutôt positifs. Pourquoi est-ce que donc il y a cette augmentation du côté du gros blockbuster hollywoodien ? Il faut peut-être un peu penser aux plateformes. Je vous disais, et c'est tout à fait vrai, qu'un film long, il peut avoir moins de séances par jour. Mais en revanche, sur une plateforme, il n'y a pas de quantité de séances par jour, il n'y a pas un nombre d'écrans délimité, il n'y a pas un nombre de sièges dans la salle. Donc, une plateforme, si elle veut faire un film de 3 heures, si elle veut faire des épisodes de série d'1h40, et si elle veut en faire 40 000, rien ne l'en empêche. En tout cas, elle n'a pas de limitation objective, matérielle à ça. Et une plateforme, elle est même dans une logique finalement très inverse à celle d'une salle de cinéma. C'est-à-dire qu'une plateforme, plus le programme dure longtemps, plus vous restez sur la plateforme, plus vous êtes susceptible d'en devenir un usager récurrent, donc de regarder aussi d'autres programmes, de demeurer sur cette plateforme. Plus vous y êtes longtemps, plus vous partagez de données, plus vous devenez un client régulier, moins vous avez de chances proportionnellement de vous désabonner, donc plus vous êtes intéressant économiquement pour la dite plateforme. Elle a donc intérêt à ce que la durée des programmes, tout simplement, se dilate, grandisse, croisse. Et du coup, les plateformes aujourd'hui, elles ont un poids énorme. Déjà d'une, parce qu'il y en a qui sont très puissantes, comme Amazon, comme Netflix, mais également parce que les studios sont en train d'accélérer leur mutation pour devenir eux-mêmes des plateformes. Et donc par conséquent, les habitus, les usages de fabrication et de production des plateformes, très logiquement, comme dans n'importe quel secteur économique ou artistique, influence le reste de la prod. Parce qu'il y a des gens, évidemment, personne ne travaille que pour des plateformes. On passe des séries au cinéma, au grand écran, à la SVOD, et donc du coup, il y a des pratiques qui s'influencent par capillarité, c'est logique. Et comme les plateformes misent assez logiquement sur du divertissement grand public, c'est donc celui-là qui est impacté en premier et qui a tendance à se dilater. Vous avez peut-être déjà entendu, si vous suivez d'assez près l'actualité des tournages, dire que tel film, quand il est arrivé en salle de montage, il faisait pas 1h50 ou 2h10 comme ce que vous avez découvert au cinéma, mais il faisait 4 heures. Et on se dit, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient tout foiré pour tout couper? Non, pas du tout. En fait, c'est un phénomène assez classique. Quand vous écrivez un film, quand vous le tournez, vous avez toujours ce réflexe de vous dire, on va avoir des surcoûts énormes si on est obligé de retourner quelque chose, voire même on ne pourra peut-être pas le faire, donc il doit tout y avoir dans mon film. Il faut absolument que le spectateur comprenne. Il n'y a pas de chose plus terrible qui vous sorte plus d'un film que de vous dire, j'ai pas compris là. J'ai pas compris dans le sens, je sais pas moi, Matrix ou Tenet, mais où on est stimulé. Je veux dire vraiment genre, il s'est passé un truc simple, mais j'ai pas compris ce que c'était. Tiens, qu'est-ce qu'il veut dire ce dialogue? Ça, c'est le truc qui vous flingue un film. Donc, on a toujours, et c'est normal, le réflexe au moment de la fabrication, de la production, d'en rajouter, d'en mettre plus, d'avoir des dialogues plus longs, d'avoir des scènes plus explicatives, de décrire plus, on va dire, objectivement, froidement, l'action, ce qu'il se passe, pour s'assurer d'avoir, au moment du montage,
tout le matos, parce qu'autant on peut en retirer, autant c'est très compliqué d'en rajouter. Donc, c'est un phénomène, c'est un processus qui est assez long. Parce que quand vous allez faire plusieurs versions d'un film, a fortiori si vous êtes encore une fois un gros blockbuster hollywoodien, vous allez aussi vouloir faire ce qu'on appelle des test screenings, n'est-ce pas? Des séances tests, où vous allez rassembler des panels de spectateurs, soit représentatifs des spectateurs en général, soit représentatifs du public cible qui est le vôtre. Et tout simplement, ça veut dire que vous allez faire un montage. Ce montage, même quand bien même il ne serait pas finalisé jusqu'au bout, il faut lui aussi le mixer, le post-produire. Vous allez donc le montrer à des gens, ça prend un peu de temps, analyser les retours de ces gens, et puis en déduire des conséquences. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on raccourcit? Est-ce qu'on laisse en l'état? Est-ce qu'on inverse l'ordre de deux séquences? Est-ce qu'il faut changer de musique? Que sais-je? Tous ces trucs-là prennent du temps, mais donc aussi de l'argent. Or, dans un système aujourd'hui qui est financiarisé à l'extrême, et où les studios ne sont finalement plus que des filiales de méga structures économiques qui répondent à des actionnaires, votre film il a une date de sortie, cette date de sortie elle est pensée bien sûr en fonction de ce qui va lui être théoriquement le plus favorable pour apporter des sous, mais aussi ce qui va être le plus favorable au bilan comptable de cette méga structure et au fait de faire monter, et surtout pas descendre, l'action. Or, si vous sortez avec un report, si vous êtes en retard, on le voit, ça peut entraîner, ça peut déclencher une narration, des rumeurs qui vont dire genre « Oh là là, il y a des problèmes sur le film !» Le film devient, ou plutôt est à ce moment-là perçu potentiellement comme un problème, je postillonne énormément, je ne sais pas pourquoi, et donc, tout simplement, ce qui se passe, c'est que votre film et l'entreprise peuvent perdre de la valeur. Il faut donc tenir cette date. S'il faut tenir cette date, on est beaucoup plus susceptible à un moment de se dire « Ouais, c'est trop long, mais là, j'ai pas le temps de refaire du montage. » Parce que, contrairement à cette idée reçue, genre, il y a un mec avec des ciseaux qui fait « Ok, on enlève 2 scènes, clac, clac !» Non, si vous changez une scène, il y a beaucoup de chances pour que ça induise plein de changements dans des scènes précédentes. Si vous enlevez une intrigue, il faut enlever tout ce qui y fait référence, au maximum. Donc vous allez vous retrouver à remonter, remixer, réétaler, tout ce que vous voulez, voire redoubler énormément d'éléments. Ça prend du temps, c'est très chronophage. Et donc à partir de là, il est assez fréquent, je ne sais pas, je suis pas qualifié pour le dire, mais il arrive de plus en plus qu'à un moment, tout simplement, un studio se dise « Ouais, ok, c'est sans doute un peu long, c'est sans doute un peu machin, mais je vais perdre plus d'argent et perdre plus de temps à essayer de réduire la durée, de changer ce problème-là, alors que moi, il faut que je tienne ma date de sortie, il faut que je puisse lancer mes projos, ma promo, mon marketing, ok, on y va, on fonce. » Donc voilà, tout ça fait pas mal de changements. Et puis, moi j'ai le sentiment, mais ça c'est très subjectif ce que je vais dire, c'est au doigt mouillé, pour revenir un petit peu du côté des plateformes, je pense que ce qui est un peu aussi en train de se passer, c'est que pour certains, nous avons un peu perdu l'habitude d'être dans un film sans en sortir, c'est-à-dire d'être au cinéma, d'être bloqué 2 heures, 2 heures et demie devant un écran, parce que tout simplement, quand on est au cinéma, même si oui, il y a plein de gens qui se comportent mal, je sais, néanmoins, on est quand même un grand nombre de spectateurs à ne pas sortir notre téléphone, à pas sortir pour aller discuter avec un pote. Sur un écran de cinéma, tu peux pas changer de fenêtre, tu peux pas te dire ah, « Attends, je vais aller chercher du pain, oh, je vais acheter une bière, oh, je vais péter un coup », ou les trois. Donc, par conséquent, un certain nombre d'entre nous avons un peu perdu l'habitude d'être contraints à la focale, contraints à la concentration devant un écran, ce qui nous paraît d'autant plus long. Et puis, je pense qu'il y a aussi une partie de spectateurs qui n'ont pas connu ça. Les gens qui ont 15-16 ans aujourd'hui et qui vont au cinéma, quand les plateformes sont arrivées en France, ces personnes avaient 9, 10, 11 ans. Donc par conséquent, elles n'ont pas eu, ou peut-être pas eu, cette habitude de l'outil cinéma comme un outil de focalisation complète et totale. Par conséquent, le film paraît d'autant plus long. C'est pas la même chose de pouvoir tordre votre consommation d'une œuvre autant que vous voulez lui impartir, au fait de la, entre guillemets, subir et la recevoir et d'être humble devant l'écran. Donc je pense que tous ces éléments, à la fois objectivement, facilitent, je postillonne, ça n'a aucun sens, facilitent, on va dire, une durée un petit peu croissante du côté de ces blockbusters qui pour plein de raisons sont un peu appelés à se modifier comme ça. Je pense également que notre perception de ce temps a changé, et puis si j'étais mauvaise langue, je vous redirais non, les films sont pas vraiment plus longs, ils sont plus mauvais, donc ils vous paraissent beaucoup plus longs. Mais bon, attendez, ce serait de très mauvaise langue et ce serait tapé de manière aveugle, évidemment, on ne veut pas faire ça. Voilà, j'espère que ces quelques pistes de réflexion vous auront intéressé, vous auront donné envie de discuter du sujet. N'hésitez pas évidemment à venir en commentaire parler avec nous, et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne évidemment, mais surtout vous abonner à notre site à écran large. Vous avez un lien de redirection juste sous la vidéo. Pourquoi? Parce qu'en vous abonnant pour quelques menus euros sonnants et trébuchants à écran large, vous allez devenir un abonné premium. L'abonné premium, il a le même site, mais en mieux parce qu'on l'aime plus, et surtout il a chaque semaine 4 articles, rien que pour lui, abonné premium, qui reviennent sur des grands classiques ou des films un peu oubliés, des œuvres, des artistes, des carrières qui nous passionnent et qu'on adore. Par exemple, ces jours-ci, on va vous parler de Contact, le vrai Interstellar et le film que vous devriez regarder absolument si vous adorez celui de Christopher Nolan. On va vous parler de L'Année du Dragon de Michael Cimino, un des plus grands polars de tous les temps avec Mickey Rourke, film scandaleux, sous-estimé et indispensable. Et on va également vous parler, on vous a parlé de
Devdas et on va vous parler d'un autre film que je suis incapable de retrouver tout de suite, mais il est absolument génial, c'est une évidence. Bref, soutenez-nous, abonnez-vous, on n'en sera que plus indépendant et plus en relation directe avec vous et moins dépendant de la publicité. Et on pourra continuer à faire des choses avec vous plus marrantes, plus pointues, qui nous excitent et qui vous excitent, on l'espère, un peu plus. Excitons-nous tous ensemble. Je vous embrasse bien fort, j'espère que ça va bien.